Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM et nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne connaissent pas notre format et qui nous rejoignent pour la première fois, les matinales, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise RSM, que ce soit social, fiscal ou encore financier. Et cette semaine, on se retrouve pour un sujet finance durable concernant la SFDR 2.0 dans le secteur du private equity. En ce qui concerne nos intervenants de ce matin, donc nous avons Vincent Valette, qui est senior manager finance durable, et Ferdinand Coulot, qui est consultant confirmé finance durable chez RSM. Avant de leur laisser la parole pour le sujet de ce matin, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux. Et puis, RSM, c'est également un réseau à l'international puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants de ce matin et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Manon, et donc bonjour à toutes et tous. En effet, on avait prévu de faire ce webinaire sur les évolutions à venir de la SFDR, donc on va avoir 45 minutes à peu près ensemble pour aborder ces différents sujets. On aura quelques moments de questions-réponses en cours de présentation, et puis on aura un moment un peu plus important à la fin de la session. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat participant pour poser vos questions. On les réservera également pour la fin. Et donc au programme pour aujourd'hui, voilà, faire un petit retour sur l'ASFDR aujourd'hui, comment la réglementation s'est implémentée sur les dernières années, et qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir cette proposition de révision de la SFDR qui a été faite en novembre de l'année dernière par la Commission européenne, ce qu'on a appelé la SFDR 2.0, et donc ça sera l'objet de la troisième partie où on décryptera ces évolutions à venir, et puis on terminera avec une dernière partie pour voilà, dans le secteur du private equity en particulier, envisager la mise en conformité et anticiper, on va dire, ces nouvelles évolutions. Voilà, et puis donc un dernier moment de questions-réponses, comme je le disais. Voilà, et donc Ferdinand, je te laisse la parole pour la première partie. Bonjour à tous. Je vous propose dans un premier temps de tirer un rapide bilan de la SFDR 1.0. Donc rappeler rapidement d'où elle vient, et puis ensuite essayer de voir ce qui a à la fois bien fonctionné et, moins bien fonctionné, ce qui a amené donc à la révision de la réglementation. Dans un premier temps, important de rappeler que la SFDR est issue du plan d'action de l'Union européenne pour la finance durable qui a été lancé en mars 2018 avec 3 objectifs principaux. Tout d'abord, une réorientation des flux de capitaux, ensuite une prise en compte et une limitation des risques extra-financiers dans les processus d'investissement, et enfin et surtout, renforcer le régime de transparence pour les investisseurs finaux. Concrètement, on ne parle pas ici d'un label ou d'une démarche volontaire, mais bien d'une réglementation européenne qui sera donc contraignante et applicable de manière homogène sur l'ensemble du marché de l'Union européenne, qui était concerné du coup par l'SFDR, l'ensemble des marchés financiers qui vont concevoir, distribuer, commercialiser des produits financiers dans l'Union européenne. Ça va inclure par exemple sociétés de gestion, assureurs, fonds de pension, mais aussi les conseillers financiers. Autrement dit, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de conception, de commercialisation et de conseil autour du produit financier. Qu'est-ce qui va être demandé? La SFDR repose sur 2 points concrètement: la publication d'informations en matière de durabilité au niveau de l'entité, donc de la société de gestion, et aussi au niveau des produits financiers qui sont commercialisés. Et ces informations, elles doivent être disponibles, consultables sur différents supports, que ce soit le site internet, la documentation précontractuelle, mais aussi dans le reporting périodique
des produits. Un élément structurant de ce texte que vous connaissez sans doute tous, c'est cette fameuse classification des produits selon leur niveau de transparence et leur niveau d'ambition ESG avec les articles 6, 8 et 9 qui vont permettre du coup au marché de mieux comprendre le positionnement réel des produits. Et l'objectif derrière tout ça, il est double en fait, c'est-à-dire d'une part assurer une meilleure comparabilité des produits financiers entre eux sous un scope ESG, donc depuis un point de vue ESG, et ensuite d'autre part clarifier en fait toutes ces caractéristiques ESG du produit et le niveau d'engagement du produit afin de pouvoir limiter le plus possible le greenwashing sur les marchés financiers et garantir aux investisseurs l'accès à une information la plus fiable et la plus transparente possible. Donc voilà, pour résumer, c'est important de rappeler qu'SFDR, c'est une des briques réglementaires les plus importantes de la réglementation finance durable de l'Union européenne. Et en ce qui concerne son déploiement, comme on peut le constater, c'est un déploiement qui s'est fait vraiment de manière progressive et c'est important d'insister sur ce point-là. La SFDR donc, rentre en application une première fois en mars 2021 avec l'application du niveau 1 de la SFDR. Et à ce stade, en fait, on va surtout poser les principes généraux de la transparence qui seront à respecter pour les acteurs des marchés financiers sans encore rentrer dans un niveau de détail trop technique ni trop contraignant. Ensuite, en janvier 2023, c'est l'entrée en application du niveau 2 de la SFDR où là, on va vraiment franchir une étape assez importante, beaucoup plus opérationnelle, puisque c'est là que les exigences vont se préciser avec des formats plus standardisés de reporting. Également, on attend des contenus de reporting beaucoup plus détaillés et on intègre une notion d'indicateur ESG avec les fameux PAI que vous connaissez probablement tous, qui sont les Principal Adverse Impact, sur lesquels les sociétés de gestion vont devoir reporter à la fois au niveau du produit et au niveau de l'entité. Un des enseignements qu'on peut tirer également, c'était que entre 2021 et 2023, ça a été assez difficile d'implémenter la norme et on a observé du coup une série d'initiatives qui ont été mises en place pour accompagner le marché dans l'adoption de la norme. En ce sens, il y a pas mal de fonds qui étaient au départ classifiés article 9 qui ont été reclassifiés vers l'article 8 à partir de la fin 2022. Et surtout, il y a une série assez importante de FAQ qui ont été mises en place par les autorités européennes pour répondre aux questionnements du marché et essayer d'apporter des solutions aux différentes problématiques ou aux différents blocages que les acteurs du marché pouvaient rencontrer. S'en sont suivis à partir la suite de ces FAQ et après qu'on ait constaté ces blocages, plusieurs consultations ont été lancées par les autorités européennes, donc en 2023, en septembre et en décembre, qui ont permis vraiment à la norme d'évoluer jusqu'à décembre 2024, où un rapport de la plateforme sur la finance durable a apporté des précisions sur ces blocages et sur les potentielles solutions à apporter pour faire évoluer la norme. Et on est arrivé à ce qui a fait dernièrement du bruit, en novembre 2025, la proposition législative de la Commission européenne qui tente de répondre aux attentes de ces acteurs et qui démontre qu'en fait, la SFDR 1.0 n'était pas une fin en soi, mais c'était vraiment une première étape structurante de la réglementation qui était amenée à évoluer et à être modifiée pour s'adapter le plus possible à la fois aux attentes des marchés financiers, mais aussi au processus financier et à l'intégration de l'ESG dans les marchés financiers. Après avoir fait ce bilan sur la première version de la SFDR, on voulait vous poser la question suivante qui normalement devrait apparaître dans le chat. D'après vous, quels sont les aspects plus négatifs, que ce soit des contraintes, des obstacles, des blocages, des inconvénients dans le fonctionnement de la réglementation que vous avez constatés? Et à l'inverse, s'il y en a, il y en aura forcément des aspects plutôt positifs, des choses que vous avez trouvées bien faites dans la réglementation, qui étaient novateurs et qui étaient adaptées au marché. On va vous laisser une petite minute pour prendre le temps de répondre.
On vous propose de répondre directement par écrit hein, dans le chat. Ça peut être très liminaire, mais c'est pour avoir un premier retour. C'est vrai que la réglementation existe depuis déjà plusieurs années et on a tous été confrontés à la mise en œuvre de cette réglementation. Et donc, il doit y avoir des éléments qui vous viennent à l'esprit, que ça soit positif ou négatif. Bon, on n'a pas beaucoup de retours, donc on va peut-être poursuivre quand même. Ouais, je vous propose de continuer. Et on va vous proposer, nous, du coup, quelques retours sur cette version 1.0 des CFDR. Un des points majeurs qui n'est pas à négliger, c'est que, en fait, l'origine, l'objectif, l'intention de la réglementation est aujourd'hui toujours jugée pertinente. On considère toujours que la volonté de renforcer la transparence, de mieux informer les investisseurs, de limiter le greenwashing, aujourd'hui, ça fait toujours consensus sur les marchés financiers au niveau de l'Union européenne. Et en revanche, ce qui a posé davantage problème, c'est la mise en œuvre de cette réglementation qui a été marquée par plusieurs limites importantes. Tout d'abord, en ce qui concerne un manque de clarté juridique, c'est vrai que les textes pouvaient parfois paraître assez complexes, assez ambigus, assez compliqués à décortiquer avec des références à d'autres textes qui pouvaient se multiplier. Et donc, il y a eu parfois des interprétations assez différentes qui pouvaient être faites selon les différents acteurs et les différents types de juridictions. Une des limites aussi qui était très souvent reportée, c'était qu'en fait, SFDR, de facto, était devenu un système de labellisation des produits financiers et des fonds, ce qui, à l'origine, n'était pas du tout l'objectif de la norme. Et en fait, on a assisté à une classification et un label entre article 8 et article 9, selon l'ambition ESG du fonds. Et donc, en fait, ça a contribué à instaurer un peu une confusion, une incompréhension sur la nature réelle des produits. En plus, on peut ajouter à ça le fait que la publication d'informations et la clarté de l'information publiée s'est faite de manière assez hétérogène et donc difficilement comparable pour les investisseurs. En plus, se sont ajoutés des contre-conformités assez élevés, donc pour pouvoir rentrer dans les clous des différents éléments de classification, c'était parfois assez contraignant en termes tout simplement de coûts financiers, de coûts de conformité pour les sociétés de gestion. Et donc, face à ces différentes limites et ces constats, quelque part, d'obstacles dans le déploiement de la réglementation, les deux objectifs qui ressortent, c'est continuer à simplifier le cadre de la réglementation et surtout, améliorer en fait la qualité, la lisibilité de l'information qui sera fournie à l'investisseur. Et c'est précisément en fait ces deux objectifs qui vont guider et inspirer les réflexions sur la modification, la révision de la SFDR 1.0. Et je vous propose donc maintenant de décrypter davantage, de se pencher un petit peu plus sur les évolutions de SFDR et ce qu'il y a plus concrètement dans la SFDR 2.0. Un objectif clair de SFDR 2.0, c'est clarifier, ensuite sécuriser et rendre le cadre plus opérationnel, plus adapté au fonctionnement du marché et au fonctionnement au comportement des différents acteurs sur les marchés financiers. Le premier changement important, il concerne le périmètre, puisque certaines activités de gestion sous mandat, en l'occurrence les activités de gestion sous mandat et les activités de conseil en investissement financier, vont être exclues du périmètre de la SFDR. Également, la clause du grand-père qui est précisée à l'article 17 de la réglementation qui permettait peut-être
d'assurer une transition plus progressive vers certains produits. Et en revanche, la notion de sustainable investment, donc d'investissement durable, va être supprimée de la définition SFDR, et on supprime cette définition, et les obligations DNSH également. Ça, ce sont les mises à jour un petit peu du cadre et du périmètre de SFDR. Deuxième évolution majeure, elle concerne le terme de l'impact, qui devient un terme davantage encadré, là où avant on pouvait utiliser ce terme de manière assez libre dans les noms des fonds et dans les stratégies d'investissement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré. Ce terme est réservé aux produits transition et sustainable, et ce terme va être réservé aux produits qui auront une définition précise avec un impact environnemental ou social qui sera mesurable et positif, et assorti de plusieurs exigences de transparence très renforcées. Et l'objectif, en fait, derrière ça, ça va être de limiter l'utilisation de ce terme d'impact à des fins plutôt de marketing qui seraient trop larges ou imprécises. Le troisième point majeur dans ces changements, et c'est le point qui est sans doute le plus transformant, c'est l'introduction d'une nouvelle catégorisation de produits. C'est-à-dire que les catégories actuelles que l'on connaît, article 8, article 9, disparaissent au profit d'une nouvelle classification qui se veut plus lisible et plus structurée, et qui vise à mieux refléter, à mieux décrire le niveau réel d'ambition ESG des produits financiers, mais tout en restant de manière assez contrôlée. On aura le temps de revenir ensuite sur ce qu'il y a derrière cette nouvelle catégorisation. Et autre point majeur, et c'est le dernier, c'est ce qui concerne les règles de communication ESG. Donc, les claims ESG, donc l'utilisation de certains termes dans les noms et les documents catégorisés. On a également la possibilité d'inclure des disclosures ESG volontaires pour des produits non catégorisés, mais ceci de manière très contrôlée. Et derrière tout ça, la volonté, c'est de réduire l'ambiguïté sur les produits, d'ajouter plus de cohérence et de renforcer surtout la crédibilité et la clarté de l'information. Je vous propose maintenant de revenir plus sur cette nouvelle catégorisation de produits et ce qu'on retrouve derrière ces trois nouvelles catégories de produits qui sont donc article 7 transition, article 8 ESG Basics et article 9 Sustainable. Donc ces trois catégories de produits, elles ont certaines choses en commun. Tout d'abord qu'elles doivent toutes les trois inclure les risques de durabilité dans leur fonctionnement et dans la gestion des produits. Attendez, on a perdu la présentation. Excusez-moi 2 secondes pour ce petit... Ouais, je reprends donc. Les trois catégories doivent intégrer des risques de durabilité. Elles doivent également intégrer une certaine dose d'exclusion qui sont avec cette SFDR 2.0 renforcée. Et dans chaque catégorie, il y a différents types d'investissements qui sont éligibles à ces catégories. Et que ce soit pour la catégorie article 7, article 8 ou article 9, il y a un seuil de 70% d'investissements éligibles à atteindre. Si on revient sur les PAI dont on parlait tout à l'heure, qui était un reporting assez complexe dans la première version SFDR, aujourd'hui, seules les catégories 7 et 9 sont concernées par ces reportings de PAI, et on attend encore davantage de précision sur le contenu de ce reporting PAI, ce qui sera précisé dans le niveau 2. Et si on revient sur les différents types de disclosures à mettre en place, pour le coup, on reste sur quelque chose qui était assez commun dans la SFDR 1.0. Ce sont donc des disclosures précontractuelles, périodiques et sur le site Internet. Rappelez ce qu'on mentionnait également sur la slide précédente, c'est-à-dire que la notion de produit à impact est uniquement réservée aux produits rentrant soit dans la catégorie article 7, soit dans la catégorie article 9.
si on revient encore un peu plus en détail sur ce qu'on peut mettre dans chacune de ces catégories, et notamment sur les investissements éligibles, qui est pour l'instant une partie qui est intéressant de préciser davantage, et on attend aussi davantage de précision sur ce qui peut rentrer en termes d'investissement dans ces catégories. Si on regarde tout d'abord au niveau de l'objectif, pour la catégorie article 7, l'objectif vraiment, ça va être d'accompagner des entreprises qui ne sont pas encore durables, entre guillemets, mais qui sont engagées sur une trajectoire de transition crédible et mesurable. Donc, ça va concerner, par exemple, des activités transitoires, des entreprises avec un plan de transition aligné sur la science. La notion de plan de transition est assez centrale ici, et c'est une notion que la SGP devra vraiment décrire d'elle-même et démontrer en quoi l'entreprise a un plan de transition crédible. Et donc, en ce sens, on vous montrera tout à l'heure, on a prévu des petits portraits repos sur les différents types de produits, et on va vous montrer comment c'est possible pour une SGP de décrire un plan de transition et en quoi, d'après nous, un plan de transition peut être jugé crédible. Donc, voici une des activités transitoires enfin, des entreprises avec un plan de transition crédible, ou alors des investissements dans des produits article 9, ou des investissements qui vont être couverts par exemple, une cible de réduction des émissions au niveau de l'ensemble du portefeuille. Voilà pour ce qui concerne l'article 7 transition. Si on va sur la catégorie article 8 ESG PAYSIX, l'objectif ici, ça va être d'intégrer des critères ESG de manière permanente, mais avec une certaine notion de contrainte dans la stratégie d'investissement, au-delà juste d'une prise en compte des risques de durabilité, mais vraiment l'intégrer comme un critère, un critère contraignant sur les décisions d'investissement et dans la stratégie du fonds. Si on doit donner quelques exemples d'investissements qui seraient éligibles et qui pourraient rentrer dans cette catégorie, on retrouve des investissements qui vont, si on se réfère à un indice de référence en termes de rating ESG, des investissements qui vont être au-dessus de cet indice de référence, qui vont donc surperformer par rapport à cet indice de référence, ou alors sur un indicateur de durabilité qui sera défini par la SGP pour le fonds, qui vont pareil surperformer par rapport à cet indicateur. On retrouve également des entreprises qui ont un historique positif en termes de durabilité, en termes de performance de durabilité, en termes d'intégration de la durabilité dans leur process. Ici, pareil, cette notion d'historique positif sera à démontrer et à expliquer de la part de la SGP. Et on retrouve aussi tout type d'investissement qui va intégrer vraiment des facteurs de durabilité. Et c'est important de faire le discernement entre considération et prise en compte du risque ESG et facteurs de durabilité. Ici, on entend par facteur de durabilité quelque chose qui aura vraiment un impact sur la performance. Et encore une fois, ce sera quelque chose à démontrer de la part de la SGP, et on vous proposera juste ensuite une manière et une approche pour démontrer qu'on intègre ces facteurs de durabilité. Et si on en vient maintenant à la dernière catégorie, la catégorie durabilité, la catégorie sustainable, qui est ici la nouvelle catégorie la plus contraignante, la plus exigeante. L'objectif, c'est que l'ensemble des investissements doivent contribuer de manière très claire, très mesurable, et qu'on puisse suivre avec des indicateurs, un objectif environnemental ou social, sociétal, qui est jugé durable. On retrouve comme type d'investissement éligible certains investissements qui sont alignés avec des réglementations et de normes européennes déjà, donc que ce soit les activités alignées avec la taxonomie verte européenne, ou alors des actifs similaires. On retrouve les obligations vertes européennes, les EU GBS. On retrouve également tous les investissements qui Alors, excusez-nous, on a eu un petit souci technique. Ferdinand revient.
Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Excusez-moi pour la petite contrainte technique. Je disais oui, donc j'en finis là-dessus. Sur la catégorie article 9 durabilité, on retrouve aussi tous les projets qui vont être financés par les différents programmes de financement de l'Union européenne. Et donc l'idée globale derrière ceci, c'est de clarifier les intentions d'investissement en distinguant clairement les produits de transition, les produits qui intègrent de l'ESG et qui intègrent donc ces facteurs de durabilité, et les produits qui ont vraiment une contribution à un objectif substantiel durable, ce qui va donner donc une lecture beaucoup plus claire et beaucoup plus compréhensible pour les investisseurs que la première catégorisation qu'on avait dans la SFDR 1.0, où là, ici, vraiment, en fait, on a des catégories qui ne sont pas censées se recroiser ou alors pour lesquelles on puisse avoir un doute de catégorisation du produit. C'est vraiment trois nouvelles catégories qui sont assez facilement discernables et avec des objectifs assez différents. Je vous propose de revenir maintenant sur les obligations plus de disclosure et de reporting là-dessus. On retrouve des points communs pour le coup avec la SFDR 1.0 là-dessus. Tout d'abord sur les disclosures précontractuelles. Les produits devront expliquer assez clairement pourquoi et comment ils remplissent leurs critères de catégorie qu'on vous a expliqué sur la slide précédente. On retrouve donc la description de l'objectif d'investissement, la description de la stratégie d'investissement et également un détail assez précis de quel type d'investissement vont être réalisés. Et donc voilà, on retrouve aussi une notion importante qui sont les indicateurs de durabilité utilisés, qui sont tous les indicateurs de performance qui vont être suivis par la SGP, quelles politiques d'exclusion sont prévues et seront appliquées, quelles sources de données seront utilisées. Donc, pour le coup, c'est assez classique. En ce qui concerne les templates de disclosure, on retrouve des templates qui seront cette fois-ci assez différents de ceux qu'on connaissait sur les SFDR 1.0 et qui sont encore à préciser. Et cette précision va venir dans l'année par l'Union européenne. Il y a toujours cette idée de publication sur les sites Internet. Et un point important aussi, c'est que en ce qui concerne les obligations au niveau de l'entité, elles sont supprimées sur les PAI et sur la politique de durabilité parce que on se concentre aujourd'hui sur les PAI au niveau du produit. Donc ça, c'est une simplification par rapport à la SFDR 1.0. Et je vous propose maintenant de passer plus en détail sur ce qu'on peut mettre derrière chaque catégorie avec des portraits robots qu'on a préparés pour chaque type de produit. Je te redonne la main. Ouais, merci Ferdinand. Donc en effet, ce qu'on vous propose, c'est que, comme on l'a vu, la SFDR 2.0 voilà, liste une série d'investissements qui sont considérés comme éligibles pour chacune des catégories, articles 7, 8 et 9. Mais quand on lit bien derrière ces définitions-là, il y a quand même une marge de manœuvre, on va dire, pour les SGP, et charge à elles de bien définir ce qu'elles entendent et comment elles définissent les investissements qui sont éligibles pour certaines de ces définitions. Et donc voilà, ce qu'on propose, c'est de présenter rapidement 3 exemples de fonds qui peuvent, à notre sens, rentrer dans ces catégories-là. Un premier fonds, article 7, ici sur un enjeu spécifiquement climat. Donc c'est des stratégies d'investissement qu'on voit déjà aujourd'hui, ce qu'on appelle les stratégies Grey to Green, donc avec l'idée d'investir dans et de financer la décarbonation des entreprises, en fait, soit sur des sujets énergie ou décarbonation plus largement. Et donc, le gros sujet ici, la difficulté, ça va être de définir ce qu'on a appelé, ce qui est défini dans la réglementation comme un plan de transition crédible, sachant que la réglementation ne donne pas de définition autre. Et donc, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a des outils, des référentiels réglementaires aujourd'hui en Europe, avec notamment la norme VSME, qui permet d'avoir une approche assez flexible, mais également assez crédible sur les plans de transition. Donc, on fait le renvoi au module B2 et C2 pour ceux qui maîtrisent un peu la norme VSME. Et en particulier, une approche possible, ça peut être de structurer
l'analyse des plans de transition des entreprises autour de 5 points. Les politiques qui sont formalisées sur le sujet, le niveau de granularité des plans d'action. Un point important, c'est évidemment d'avoir des objectifs chiffrés, des cibles prévues dans le temps et quantifiées. Un quatrième point qui est celui du rattachement à la gouvernance. Et donc là aussi, c'est en termes de à la discrétion de la SGP, le niveau d'ambition d'ambition qu'on veut mettre ici, mais qu'il y ait au moins une personne ou une instance au sein de la gouvernance qui soit en charge du pilotage et du suivi de ce plan de transition, c'est un point important. Et puis des choses qu'on retrouve aussi dans la norme, le reporting. Et donc voilà, que ce plan de transition de l'entreprise puisse être publié avec un suivi des avancements de manière régulière. Voilà, ce que tout ça implique, c'est ensuite en termes d'indicateurs de durabilité. Donc là, on a proposé quelques indicateurs qui sont déjà assez communément vus, utilisés, sur la partie climat en tout cas. Et puis sur la partie PAI, comme on le disait, article 7, article 9 continuent d'être soumis à cette obligation de publier des indicateurs PAI. Ça sera sur un format un peu plus allégé et donc on aura une série d'indicateurs dans lesquels on pourra venir piocher, ce qui implique très clairement de bien définir l'approche qu'on va vouloir mettre en œuvre ici et dans quel objectif. Nous, ce qu'on recommande, c'est de suivre une approche un peu DNSH, donc comprendre quels sont les impacts autres que le climat pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact significatif sur les principaux enjeux matériels du secteur. Et donc voilà, ce qu'on recommande de faire, c'est d'appliquer une démarche sectorielle par grand type de secteur d'activité et puis par type d'entreprise en fonction de la taille de la présence géographique. Voilà, et puis en termes de sources de données, un point important sur la partie climat, c'est évidemment la mesure d'empreinte carbone. Et donc là, ça implique de préciser quels sont les outils utilisés, quel est le degré de précision, de données estimées qu'on a dans les différents bilans carbone des entreprises. Un autre exemple ici sur un fonds article 8, donc une catégorie qui reste assez proche finalement de ce qu'on a aujourd'hui, avec encore quand même des investissements éligibles qui sont répertoriés dans la norme. Ici, ce qu'on propose, c'est d'avoir une approche de sélection des entreprises sur des entreprises qui sont soit déjà extrêmement matures d'un point de vue ESG, donc tout facteur confondu, ou alors qui présentent une marge d'amélioration assez significative. Et donc là, le point central, ça va être de pouvoir s'appuyer sur la méthode d'analyse ESG du fonds, donc avoir une approche assez systématisée pour pouvoir couvrir l'ensemble des participations des entreprises du portefeuille, avec un seuil, on va dire, ou une classification à avoir qui permettent de discriminer les entreprises selon si elles vont au-delà des pratiques du marché, de ce qu'on voit habituellement ou pas. Et donc deux approches possibles à notre sens, soit avec une analyse ESG du portefeuille existant ou historique du fonds, et donc discriminer les entreprises en fonction de si elles sont au-delà de la moyenne de ce qui a déjà été financé ou pas, ou alors tout simplement à partir de la grille de notation interne, fixer un niveau minimum à partir duquel on n'investira pas dans l'entreprise. Voilà, donc là également, en termes d'indicateurs, on a également plusieurs options. Une option pour faire le lien directement avec la stratégie et la manière dont on l'approche, comme on le proposait, c'est de communiquer sur la note ESG moyenne du portefeuille et de montrer l'amélioration en cours de détention.
Voilà. Et puis après, si c'est des fonds un peu plus thématiques, on peut également trouver des indicateurs un peu plus spécifiques par grande problématique de durabilité sur la santé ou autre. Un point important ici sur les sources de données, à notre sens, c'est bien sûr de bien expliquer, de bien communiquer sur sa propre méthode d'analyse ESG, expliquer en quoi elle est structurée, elle est mise en application de manière systématique. Et puis un point important aussi, à notre sens, c'est de pouvoir fiabiliser les données et ces notations, notamment par une vérification par un tiers, ce qui permettra de donner aux parties prenantes, aux LPs notamment, un gage de crédibilité sur l'application de votre grille de notation, qui là, ici, dans la stratégie qu'on propose, est un point central, on va dire. Voilà, et donc sur l'article 9, on a ici une proposition d'un fonds axé sur l'accès à l'éducation. Donc, article 9 qui doit investir dans des entreprises qui contribuent à un objectif de développement durable. Et donc là aussi, la problématique, c'est que la norme a supprimé la définition d'investissement durable, donc qui était de toute façon assez large. Mais donc, ça confirme également ici la charge de la preuve qui reste à la charge de la SGP. Et donc, charge à la SGP de bien définir ce qu'elle entend par entreprise durable ou qui contribue à un objectif de développement durable. Et donc, voilà, nous, notre approche ici qu'on propose sur l'accès à l'éducation, par exemple, c'est de s'appuyer directement sur les objectifs de développement durable et donc l'objectif 4 qui correspond à l'éducation, en distribuant plusieurs questions autour de cet objectif et puis également en s'appuyant sur une approche DNSH un peu plus ambitieuse que ce qu'on présentait sur l'article 7, donc c'est-à-dire de couvrir vraiment l'ensemble des enjeux ESG avec un niveau de profondeur un peu plus élevé pour les grosses entreprises. Mais voilà, un aspect du DNSH qui nous semble important au regard de ce qui a été fait sur les autres réglementations européennes comme la taxonomie. Voilà, et puis des indicateurs qui, à notre sens, découlent un peu plus facilement de la stratégie d'investissement. Je ne m'attarde pas beaucoup plus parce que je vois que le temps qui passe et on a encore quelques éléments à vous présenter. Donc, pour les prochaines étapes en termes de mise en œuvre de la SFDR, on a une proposition législative qui a été faite par la Commission européenne en fin d'année dernière, qui maintenant a entamé le processus de discussion avec le Conseil européen et le Parlement. Donc, on devrait avoir un texte final d'ici la fin de cette année pour une entrée en application donc pour les fonds courant 2028. Voilà, et d'ici là, on aura des précisions sur le niveau 2. On en a un peu parlé, mais des précisions qui vont venir éclairer sur les modalités de mise en œuvre. Voilà, alors on est peut-être passé un peu vite sur toutes ces modifications. On avait un premier sondage, un sondage rapide pour voir si de votre point de vue toutes ces évolutions répondent aux critiques qu'on a pu faire sur la SFDR. Donc je pense on va vous ouvrir un sondage où vous allez pouvoir, je pense, voter en direct. Voilà, ça, je pense qu'il faut aller dans la catégorie sondage. Il y avait notamment une question de Dalila, enfin une remarque de Dalila qui parlait de greenwashing. Donc voilà, la question reste peut-être encore un peu ouverte. Un point important à ce niveau-là, de notre point de vue sur le greenwashing, c'est quand même le renforcement des obligations en termes de naming, enfin d'appellation des fonds, qui va renforcer ce qui existe déjà avec les normes de l'ESMA. Mais de ce point de vue-là, on peut se dire que ça va dans le bon sens.
Alors, on a une réponse pour l'instant et c'est une réponse positive. Vous avez accès, je pense, via l'onglet sondage pour voter directement. Bon, je vous propose qu'on avance. Mais donc, on a déjà 2 réponses, ouais, donc des éléments plutôt positifs à votre sens. La dernière partie de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, puis on abordera les questions qui ont été posées dans le chat, c'était de voir ce que ça implique pour le private equity. Déjà, dans les grands de conclusions que nous, on tire de ce qu'on sait à ce jour sur cette réforme. Premier point, c'est que c'est quand même une révision de la SFDR qui va dans le sens de la simplification. C'était quand même l'objectif initial et à ce titre-là, je pense qu'on va plutôt dans le bon sens. On a des templates de disclosure qui vont être allégés. On a une flexibilité dans le reporting des PAI. Les obligations au niveau de l'entité, c'est-à-dire de la société de gestion en tant que telle, donc pas des produits, des fonds, mais au niveau de la société de gestion disparaissent. Donc voilà, ce qui fait sens. Ce qui permet également finalement pour les sociétés de gestion de réduire la charge de reporting a priori, et ce qui permet aux équipes ESG de se concentrer beaucoup plus dans la démarche, dans le fond de la démarche, plutôt que dans l'aspect réglementaire. Un autre point qui nous semble intéressant, c'est que même si on reste quand même sur un régime de transparence dans la philosophie, on se rapproche de plus en plus avec cette nouvelle catégorisation de produits de la manière dont sont conduites les stratégies d'investissement aujourd'hui. Et donc voilà, on parle beaucoup plus de stratégie d'engagement, par exemple, ce qui, à notre sens, fait sens aussi et va dans le bon sens parce que on a une réglementation qui se rapproche de la réalité opérationnelle, on va dire, des sociétés de gestion, et ce qui permet, je pense, aussi dans les échanges entre investisseurs et équipe ESG de remettre vraiment la durabilité au cœur des stratégies. Voilà, et puis un troisième point quand même qui nous semble important de mentionner, c'est que on a une réglementation qui va évoluer encore et qui fait référence à beaucoup d'autres réglementations externes et qui par ailleurs on laisse la place aux sociétés de gestion de définir leur propre référentiel. Et donc là, ça va demander d'être assez précis sur ce qu'on fait, sur ce qu'on annonce, on va dire, et d'être assez rigoureux dans les processus de contrôle interne et de conformité pour s'assurer que les engagements sont bien tenus au fur et à mesure. Voilà, et donc très concrètement, pour les sociétés de gestion qui vont être soumises, plusieurs aspects, à notre sens, vont être centrales dans la mise en œuvre. On va avoir des implications au niveau de la stratégie en elle-même, de durabilité. Et donc, on est passé un peu vite, mais sur les politiques d'exclusion, on a des clauses standards qu'il va falloir revoir, qui s'appuie beaucoup plus sur la réglementation. On a une approche sur les PAI qu'il va falloir préciser dans le sens où c'est une approche qui va être un peu plus à la carte. Il y a un besoin aussi de s'appuyer beaucoup plus sur les référentiels existants, notamment pour l'analyse des plans de transition, comme on voyait, donc soit sur la VSME, sur la CSRD, sur les méthodes acte pas à pas quand on est sur de la stratégie climatique. En termes de stratégie, en termes d'organisation, d'exécution, on a également là un objectif de s'assurer de mettre en place les moyens pour suivre le portefeuille. Donc ça va passer notamment par des ressources en termes de ESG, Operating Partner par exemple, c'est des choses qu'on commence à voir, ou par de la vérification par un tiers sur les données extra-financières.
Voilà, troisième enjeu, la commercialisation des produits. On voit que là, il va y avoir un nouveau dialogue qui va s'établir avec les investisseurs historiques et potentiels. Donc, il y a un travail sur la gamme de produits et s'assurer que la gamme de produits de la société de gestion peut répondre aux besoins et aux envies de vos souscripteurs. Et puis, il y a également un sujet d'anticipation du calendrier sur la commercialisation pour s'assurer que, voilà, en termes de clause de grand-père, comme on le disait, les fonds existants puissent être fermés au moment de l'entrée en application de la SFDR 2.0 pour être sûr qu'ils ne soient pas soumis à ces nouvelles dispositions. Voilà, et puis dernier point, conformité contrôle interne, j'en ai un peu parlé. Voilà, il y a une veille réglementaire à mettre en œuvre pour s'assurer de voir les différentes évolutions sur SFDR 2.0 et sur les autres réglementations, parce que MiFID 2, la doctrine AMF devrait également évoluer dans le sillon de SFDR 2.0. Et puis sur la partie contrôle interne, on sait qu'il y a déjà eu des contrôles spot ou thématiques de la part de l'ESMA et de l'AMF. Et donc voilà, tout l'enjeu, c'est de pouvoir anticiper ces contrôles et de pouvoir voilà, mettre en œuvre les dispositifs qui sont attendus. Voilà, je vois qu'on atteint déjà la fin de la session. Je vous propose de prendre directement peut-être les questions qu'on avait dans le chat. Ouais, exactement. Je les vois en favori. Je pense qu'on va prendre celles qui ont été marquées en favori. Il y avait une question de Dalila. Donc, quels ajustements seront nécessaires pour la stratégie ESG des fonds pour rester conforme? Donc, je pense qu'on l'a un peu abordé tout au long de la présentation. Les gros ajustements vont dépendre en fait des catégories de produits dans lesquelles vous allez vouloir vous positionner, article 7, 8 ou 9. Je pense que l'article 8 et l'article 9 sont encore globalement assez proches de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. L'article 7 est quand même un peu plus récent. Voilà, cela dit, il y a besoin, à notre sens, de préciser vraiment les démarches qui sont faites et d'expliciter en quoi ça rentre dans les catégories. Donc, c'est vraiment un travail de pédagogie, on va dire. Et quelles sont les nouvelles obligations de transparence et de reporting spécifiques au private equity? Finalement, il n'y a pas de nouvelles obligations en tant que telles. On sera sur les mêmes types d'obligations de reporting qui seront relativement allégées, mais qui doivent être précisées dans le niveau 2 du règlement qui va arriver dans les prochains mois. On avait une question de Christophe sur les obligations pour la gestion sous mandat. Donc en effet, c'était le point. C'est en fait tout directement. En fait, les activités de gestion sous mandat sont exclues du nouveau règlement. Donc voilà, c'était des activités qui étaient soumises initialement à la SFDR, qui là ne seraient plus soumises du tout. Donc voilà. D'un point de vue réglementaire, elles sont plus soumises, ce qui n'empêche pas que via MiFID notamment, elles auront l'obligation de continuer de collecter les préférences de durabilité de leurs clients. Voilà, et puis on a une dernière question sur les indicateurs. Je ne sais pas si Ferian, tu veux la prendre. Oui, sur question de Christophe aussi sur le choix des indicateurs et est-ce qu'il sera normé et est-ce que c'est possible d'utiliser des indicateurs maison. Pour l'instant, avec le niveau de précision qui est donné par l'Union européenne, on sait que le choix des indicateurs de durabilité n'est pas encore normé et que c'est possible pour une société de gestion d'utiliser des indicateurs qu'elle décide elle-même. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il faut que la SGP soit en mesure de justifier l'utilisation des indicateurs, de bien les relier avec la catégorie de produits et de justifier de la pertinence, de l'utilité, de la mesurabilité de chaque indicateur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un indicateur qui, entre guillemets, arrangerait ou serait facile et sur lequel ce serait difficile d'obtenir de la donnée. Il faut vraiment que chaque indicateur et que chaque choix soit pertinent. Et donc ensuite, ça sera du ressort de la SGP d'en faire la bonne justification.
Mais pour répondre à la question de manière plus claire, non, pour l'instant, le choix des indicateurs est pas normé. Eh ben, écoutez, il me semble qu'on a fait le tour des questions pour l'instant. Merci Vincent et Ferdinand pour la clarté de votre présentation de ce matin. Quelques renseignements très rapides, pardon. Le webinaire sera disponible en replay et le support sera téléchargeable à l'issue de la fin de notre live. Donc, si vous avez des questions, notre modératrice Mathilde vous a envoyé un message pour vous expliquer que vous pouvez prendre contact avec nos experts de ce matin pour discuter plus en particulier de vos problématiques. Et il me semble qu'on n'a pas d'autres questions. Bon, donc, je pense que nous avons fait le tour pour ce matin. Bien, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup et on vous souhaite une très belle journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.